Je suis Marie-Catherine Schulz-Van-Axel. J'ai rejoint l'OFB, l'Office français de la biodiversité, assez récemment en tant que chargée de mission agriculture, agroécologie et biodiversité. Et je vais vous présenter ce matin les enjeux en termes de politique publique dans le domaine de l'agriculture et de la biodiversité. Alors tout d'abord, comme vous le souhaitiez, quelques mots sur l'OFB. Qui sommes-nous? Donc c'est un établissement public relativement récent, l'OFB. Il a été créé en 2020 et c'était la fusion en fait de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, donc créé le 1er janvier 2020, et il est sous double tutelle des ministères en charge de l'écologie et de l'agriculture. L'OFB a 5 grandes missions, donc globalement des missions qui sont assez connues parce que beaucoup de personnes sur le terrain font ce travail-là, une mission de police de l'environnement, une mission aussi de gestion des aires protégées, d'appui à l'élaboration des politiques publiques, des missions aussi de connaissance, avec de la recherche, de la production d'indicateurs, et des missions de mobilisation des acteurs avec des programmes de financement. L'ensemble de ces missions concernent aussi l'agriculture. Donc je vous ai cité quelques exemples. On a par exemple sur la police de l'environnement, on a des actions de contrôle sur les pollutions accidentelles ou diffuses, des contrôles aussi sur la gestion quantitative de l'eau. Sur la gestion des aires protégées, on a le concours général des pratiques agroécologiques, concours général agricole. On a sur les politiques publiques des actions d'appui à l'élaboration de la politique agricole commune. Ici, je vous ai indiqué la loi d'orientation et d'avenir agricole. Sur la connaissance, je vous ai cité l'Observatoire national de la biodiversité. Il y a aussi des projets de recherche qui sont menés sur l'impact environnemental des pratiques agroécologiques, des journées d'échange sur les haies bocagères. Et puis sur la mobilisation, je vous ai mis le programme Agrifaune, donc c'est le programme sur lequel je travaille à l'OFB. Il y a aussi le programme Ecophyto, là ce sont des collègues qui travaillent sur ce programme, avec des actions de financement pour des actions qui sont mises en œuvre par les acteurs sur le terrain. Juste une petite parenthèse, une action que nous allons développer à partir de l'année prochaine, c'est la construction d'une plateforme pour les acteurs de la transition agroécologique, avec une mission à la fois d'animation d'un réseau d'acteurs principalement économiques, acteurs des entreprises, des filières, des actions de capitalisation de ce qui existe en matière de ressources scientifiques et techniques, et aussi en matière d'offres d'accompagnement des acteurs, et puis des actions d'expérimentation de l'accompagnement d'acteurs, d'agriculteurs, de groupes d'agriculteurs, d'entreprises, de filières et de territoires. Voilà un petit peu pour avoir un aperçu global de ce que fait l'OFB sur l'agriculture. C'est bien sûr un sujet très important pour nous. Alors, je tiens à préciser aussi que nous ne sommes pas des spécialistes du numérique. Par contre, ce sont des thématiques qui nous intéressent beaucoup puisque nous pensons que le numérique peut apporter beaucoup à la transition agroécologique et donc nous sommes ravis d'être ici aujourd'hui. Alors, la biodiversité agricole, juste un rappel des enjeux, mais ça a été très bien présenté par l'intervenant précédent, donc je vais passer très rapidement. Donc, une biodiversité agricole en déclin. Là, je vous ai mis l'indicateur stock, donc suivi temporel des oiseaux communs, qui montre que c'est dans les milieux agricoles, les oiseaux inféodés aux milieux agricoles qui ont connu le plus grand déclin, avec une baisse de 33%. Les causes sont identifiées par l'IPBES, la plateforme intergouvernementale de la biodiversité, avec notamment tout ce qui est pression et pollution diffuse, avec les engrais, les produits phytopharmaceutiques. La destruction et la fragmentation des habitats qui a été très bien présentée aussi tout à l'heure, notamment les haies et les prairies. La simplification, l'homogénéisation des paysages et notamment tout ce qui est simplification des assolements, raccourcissement des rotations, des cultures. L'usage des ressources avec les prélèvements de la ressource en eau et la dégradation des sols. Ce que je tenais à dire aussi, c'est que l'agriculture est à la fois du coup une menace pour la biodiversité, mais peut aussi être une alliée, comme ça a été présenté tout à l'heure, le maintien de certains milieux ouverts, la biodiversité domestique aussi, la sélection d'espèces, de variétés et de races élevées qui contribuent à la biodiversité. Alors en matière de politique publique, qui est le cœur de ma présentation, il y a en fait un grand nombre de politiques publiques aujourd'hui qui traitent de ces questions d'agriculture et de biodiversité. Je vous ai mis un nuage ici, voilà. Donc c'est impossible en 15 minutes bien sûr de rentrer dans le détail de chacune de ces politiques publiques. Mais donc on a au niveau international le cadre mondial qui a été signé à Montréal il y a un an, lors de la conférence des parties numéro 15, qui donne en fait de grands objectifs pour stopper le déclin de la biodiversité avec la notion d'urgence à agir. Au niveau européen, on a le pacte vert ou le Green Deal en anglais, avec deux déclinaisons qui concernent l'agriculture et la biodiversité, la stratégie biodiversité
et la stratégie Farm to Fork, de la ferme à la table, avec des règlements d'application. Alors, il y a eu un règlement d'application sur les pesticides, sur les produits phytopharmaceutiques et qui a été malheureusement abandonné, et un règlement sur la restauration de la nature qui est en cours d'élaboration. Ensuite, vous avez plus en dessous de la diapositive tout ce qui se passe au niveau national. Donc, on a notamment la stratégie nationale pour la biodiversité qui a été rendue publique le 27 novembre, avec des actions de diminution des pressions, de restauration de la biodiversité et de mobilisation des acteurs. Donc c'est vraiment pour nous un document cadre très important, très stratégique sur la préservation de la biodiversité avec un grand nombre de mesures qui concernent l'agriculture. On a un plan eau sur la politique de l'eau avec des actions aussi sur la sobriété en matière d'usage de la ressource en eau et de diminution des pollutions. On a la stratégie nationale alimentation, nutrition et climat. On a un plan qui est essentiel, qui est le plan stratégique national de la politique agricole commune, avec un financement qui est très important, qui est de l'ordre de 10 milliards d'euros par an, en application donc de la politique agricole commune au niveau européen. On a eu aussi le pacte en faveur de la haie, avec des mesures de connaissance, de gestion, de valorisation économique des haies et de restauration du linéaire. Donc un pacte important aussi. Et puis on a la stratégie Ecophyto 2030 qui est en cours de consultation, avec aussi des actions bien sûr et des objectifs sur la réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques. Et tout ça regroupé dans la planification écologique qui met en musique toutes ces politiques. Alors si on devait résumer ces politiques, parce que là ça fait beaucoup, et on ne peut pas, voilà, je peux pas rentrer dans le détail, mais si on devait les résumer, en fait, on peut en tirer 3 grands objectifs que j'ai représentés ici. Tout d'abord, réduire l'usage des produits phytopharmaceutiques, diminuer les pressions, ça c'est le premier objectif, avec un objectif de moins 50% d'ici 2030, ça c'est la stratégie Ecophyto 2030. Ensuite, il y a le développement des systèmes agroécologiques dont fait partie l'agriculture biologique avec différents objectifs. Au niveau du plan stratégique national, on a 18% de la surface agricole utile en 2027, on est à 10% actuellement. 21% en 2030 dans la stratégie nationale pour la biodiversité et au niveau européen, c'est 25% de la surface agricole utile en 2030. Ces chiffres-là concernent l'agriculture biologique en particulier? Ça, c'est pour l'agriculture biologique, tout à fait. Et puis, troisième objectif, restaurer, développer les infrastructures agroécologiques, dont les haies, restaurer donc la biodiversité avec un objectif de plus une augmentation de 50 000 km de haies d'ici 2030. Ça, c'est le pacte en faveur de la haie. On est à 750 000 km de haies aujourd'hui avec une réduction importante qui a été évoquée dans la présentation précédente. Donc vraiment un enjeu de stopper le déclin, restaurer l'existant et puis de réimplanter des haies, restaurer du linéaire. Alors le discours politique, donc on voit ces grands objectifs sont quand même assez ambitieux. Si je repars des 5 niveaux de Glissman sur la prise en compte de l'agroécologie, on a différents niveaux d'intégration. On a, niveau 0, aucune intégration de l'agroécologie. Ensuite, on a l'efficience, par exemple, bien appliquer les produits phytopharmaceutiques, réduire les doses avec une application plus précise, ça c'est un exemple. On a ensuite la substitution, on va remplacer des produits dangereux par des produits moins dangereux ou des pratiques alternatives. Et ensuite, on a des niveaux qui sont beaucoup plus ambitieux. On a la reconception des systèmes, où là, c'est la mise en place d'une combinaison de pratiques qui permettent vraiment d'enclencher la transition agroécologique. On a ensuite la transformation qui va un petit peu au-delà donc de l'exploitation agricole avec le rétablissement des liens entre agriculteurs et consommateurs, le développement de réseaux alimentaires alternatifs. Et ensuite, au niveau mondial, on a la reconstruction, reconstruire un système alimentaire mondial afin qu'il soit durable et équitable pour tous. Donc si on prend ces 5 niveaux, les politiques, le discours en fait en termes de politique publique, il se situe plutôt en haut. On est plutôt sur un discours qui évolue vers la reconception des systèmes, voire au-delà. Je vous ai cité la stratégie nationale biodiversité. On a accéléré et massifié le changement des pratiques et la reconception des systèmes pour une production agricole durable. On a la même chose en fait dans la stratégie Ecophyto 2030, quasiment la même formulation. Accélérer et massifier le changement des pratiques et la reconception des systèmes. Donc on va quand même assez loin en termes d'objectifs. On n'est plus seulement sur l'efficience et la substitution, on va vers la reconception. Ce qu'on constate malheureusement, c'est un décalage entre le discours et les mesures mises en place.
Là, je vais vous donner un exemple. Je vais rentrer un peu plus dans le détail d'une des politiques, juste pour à titre d'illustration. En matière d'infrastructure agroécologique, si on rentre dans le dur, on regarde dans la politique agricole commune, qu'est-ce qu'il y a comme mesure. On a plusieurs niveaux de prise en compte de la biodiversité. On a la conditionnalité des aides, ce sont vraiment les règles de base à respecter. Et puis, on a ensuite l'éco-régime dans le premier pilier de la politique agricole commune qui va un petit peu plus loin. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que les objectifs en termes de pourcentage de la surface agricole utile en infrastructure agroécologique sont assez bas. On a 4% des terres arables en éléments non productifs, et dans les éléments non productifs, les jachères ont été intégrées, alors que ce ne sont pas des infrastructures agroécologiques qui sont stables dans le temps. Il y a une alternative où on aurait 7% des terres arables, mais en intégrant des cultures, dont les cultures fixatrices d'azote, qui sont tout à fait intéressantes, mais qui ne sont pas des infrastructures agroécologiques. Et dans ces 7%, on aurait 3% seulement d'éléments non productifs. Dans l'éco-régime, on monte à 7% d'infrastructures agroécologiques dans la surface agricole utile, ou 10% sur un niveau un peu supérieur de prise en compte de la biodiversité, alors que les sources bibliographiques disent que l'optimum se situe plutôt entre 10 et 20% de la surface agricole utile en infrastructure agroécologique. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la politique agricole commune 2023-2027 n'est pas aujourd'hui à la hauteur des enjeux en matière de préservation de la biodiversité en agriculture. On est loin de l'optimum écologique et on est loin du discours sur la reconception des systèmes. On est voilà encore sur des mesures qui ne sont pas suffisamment ambitieuses. Marie-Catherine, est-ce qu'on touche pas là du doigt, on va dire la limite d'un système qui se base sur des obligations de moyens plutôt que sur des obligations de résultats et qui du coup cherche à s'appliquer à une diversité de modèles et de systèmes et qui pourrait expliquer du coup voilà un 4% ou un 3% ou un 7% qui apparaissent peut-être à vos yeux trop limités, mais qui ont le mérite déjà d'exister. Et puis surtout, est-ce qu'ils ne sont pas pensés pour pouvoir être contrôlés plutôt que pour vouloir effectivement avoir un impact? Je ne sais pas si vous suivez mon idée. Oui, tout à fait. Après, je pense que c'est surtout une question de rapport de force aujourd'hui et d'enjeux de productivité où en fait une partie de la profession agricole ne souhaite pas consacrer une part plus importante de ses surfaces à des éléments qu'on appelle injustement non productifs, parce que ces éléments sont productifs. En fait, ils apportent de la régulation, ils apportent à la production sur le long terme. Les services qu'on a pu évoquer tout à l'heure avec Brice. Oui. Et du coup, voilà, donc là, c'est un enjeu aussi de rapport de force dans la construction de ces politiques publiques. Je voulais juste terminer ma présentation sur une petite ouverture assez rapide, puisque ce sera réabordé dans la table ronde finale également. Finalement, donc face à ces enjeux des politiques publiques, ces grands objectifs que j'ai cités tout à l'heure, quelle place peut avoir le numérique? Alors en toute humilité, parce que encore une fois, nous ne sommes pas des spécialistes du sujet, nous avons essayé d'avoir des pistes de réflexion sur ce qu'on pourrait attendre du numérique pour atteindre ces grands objectifs. Donc si on reprend ces 3 grands objectifs, je dirais qu'on a besoin d'outils de suivi, ça c'est fondamental pour mieux connaître la biodiversité, on en aura pas mal se reconnecter, on aura beaucoup aussi. d'illustrations effectivement aujourd'hui, d'outils de suivi qui permettent aussi de se reconnecter à son environnement, de mieux comprendre les enjeux. Mais pour nous, on a aussi besoin d'outils d'aide à la décision pour aider les agriculteurs à passer à l'action. Alors sur le premier objectif par exemple, nous ce qu'on identifie, c'est un besoin d'avoir un baromètre de la pression, notamment en ravageurs sur les cultures, ravageurs maladies également, et puis d'outils pour mesurer l'équilibre, en fait sur une parcelle, l'équilibre entre les ravageurs et les auxiliaires qui permettent de réguler ces ravageurs. Tout ça pour aider l'agriculteur en fait à arbitrer s'il doit apporter un traitement phytopharmaceutique ou pas. En matière de développement des systèmes agroécologiques, nous, ce qu'on identifie, c'est un besoin d'outils d'enregistrement et de suivi des pratiques agricoles. Donc, il y a beaucoup de choses qui existent déjà, mais c'est aussi de mettre à disposition ces connaissances, ces éléments, ces données, pour améliorer les outils d'aide à la décision qui reposent sur l'intelligence artificielle, pour améliorer ces outils afin encore une fois, d'aider les agriculteurs à passer à l'action et d'alimenter aussi des projets de recherche sur les pratiques agricoles. On pourra en parler là aussi tout au long de la journée, et notamment juste après avec Clara Vichy de chez SMAC qui édite justement des logiciels d'enregistrement et de suivi des pratiques agricoles. Tout à fait. Sur le troisième objectif, sur l'implantation d'infrastructures agroécologiques et de haies, nous, ce qu'on identifie, c'est un besoin d'autodiagnostic pour qu'un agriculteur puisse évaluer sur son exploitation agricole concrètement où implanter ces infrastructures agroécologiques, déjà mieux comprendre l'état de ces haies, par exemple, et aussi savoir où en implanter d'autres pour maximiser les services écosystémiques, notamment la pollinisation, la régulation
des ravageurs, etc. Si on rajoute un quatrième objectif, là c'est voilà sur les filières. Ce qu'on identifie aussi, c'est un besoin en fait de mettre en place des éléments qui relèvent plus du process agro-industriel. Donc on est plus à l'aval, mais pour permettre en amont de mettre en place des pratiques agroécologiques. Par exemple, comment traiter aujourd'hui une farine qui soit hétérogène, qui soit pas homogène. Pourquoi elle serait pas homogène? Parce que elle est issue de parcelles qui sont cultivées en association de culture. Donc comment innover en matière de process agro-industriel pour traiter des farines qui ne sont pas homogènes et permettre du coup en amont aux agriculteurs de pratiquer des associations de culture. Donc ça, c'est voilà, des pistes que nous avons identifiées. Et que verrous socio-techniques, on va dire, qui dépassent l'échelle de l'exploitation ou des territoires, mais qui s'inscrivent plutôt dans des logiques de filières qui pourraient expliquer un certain conservatisme ou une situation bloquée jusqu'alors pour tendre vers cette reconception des systèmes agricoles qu'on appelle de nos voeux. Tout à fait. C'est toute la place en fait de l'amont et de l'aval dans la transition agroécologique, c'est essentiel. Du coup, j'ai terminé ma présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver à la table ronde tout à l'heure.